Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez? Oui. Bonjour, oui, on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est bon. Très bien, bienvenue sur ce webinaire de lancement de nos premières consultations donc, sur la ville de Versailles, sur la ZAC de Satory West. Je vous propose qu'on fasse rapidement un petit tour de table, monsieur le maire. Donc, François Nazière, maire de Versailles et président de Versailles Grand Parc. Bertrand Lasdescours, architecte urbaniste de Satory West. Théo Baillet, directeur de projet adjoint pour la ZAC Satory West à l'EPA. Bonjour à tous, hors champ. Noémie Dutilleul, chargée de projet ZAC Satory West. Benoît Lebeau, directeur de l'aménagement à l'EPA Paris-Saclay. Pauline Vallière, directrice adjointe à l'aménagement sur le secteur des Yvelines à l'EPA Paris-Saclay. Marie-Catherine Poggi, directrice de l'urbanisme, architecture, habitat et foncier à la ville de Versailles. Et hors champ également, Nathalie Destiendorf, directrice des grands projets à la ville de Versailles. Très bien. Donc, peut-être quelques mots avant de laisser la parole à monsieur le maire, juste pour dire que, si on peut juste mettre la slide suivante, que voilà, à l'échelle de nos opérations d'aménagement de l'établissement public, voilà, ce webinaire s'inscrit dans la continuité de consultations qu'on a annoncées au dernier MIPI Macan, qui porte sur plus de 1000 logements, dont on a déjà fait une première consultation donc, sur la commune d'Orsay la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous sommes à Versailles et à la fin du mois, nous lancerons également des consultations sur la ville de Palaiseau. Et en septembre, nous terminerons cette séquence d'annonces de consultation de logement sur la ville de Gis-sur-Yvette, avec le maire de Gis-sur-Yvette qui sera également présent. Je vais peut-être tout de suite laisser la parole à monsieur le maire. Bon, merci Benoît, merci à vous tous qui être présents à ce webinaire. Alors, peut-être d'abord vous dire, mais certainement beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu déjà le site. Donc, le site est un site tout de même très intéressant. D'abord parce qu'il se trouve à Versailles. C'est encore une ville où, vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent venir habiter. C'est un site donc qui est sur le plateau de Satory. Le plateau de Satory, c'est 300 hectares environ. La moitié, ce sont des terrains militaires, notamment avec la plus forte implantation de gendarmes de France, et de l'autre côté, c'est la ZAC développée aujourd'hui par l'établissement public Paris-Saclay, avec une coordination étroite avec la ville de Versailles. Alors, ce que l'on peut distinguer déjà, si vous voulez, c'est sur cette image, c'est que vous avez un espace qui est environné de bois. Il y avait une image qui était plus parlante tout à l'heure. Un peu sur la présentation. Oui, voilà. Donc là, vous voyez, en fait, ce qui est l'atout, il faut bien dire, outre le fait de se trouver sur une ville qui est très appréciée, c'est que vous avez la présence qu'on appelle les étangs de la minière en contrebas et puis une couronne de forêt qui mérite d'être mieux valorisée qu'aujourd'hui, mais qui en tout cas est présente. Donc ça, c'est l'atout, c'est-à-dire vous êtes dans un environnement vert. Toute la stratégie de la ville de Versailles, c'est vraiment de mettre en évidence que depuis son origine, c'est une ville qui a réussi cet équilibre entre le construit et la nature, thème fondamental sur lequel on peut vraiment développer une stratégie. En tout cas, c'est notre volonté dans toutes les grosses opérations qu'on mène actuellement sur la ville. Alors peut-être donc une fois que vous voyez ce site, bien sûr tout à l'heure Jean-Pierre Brun-Déco vous en dira plus puisque c'est lui qui coordonne l'ensemble de ce projet sur le plan de la conception urbanistique et architecturale. Vous dire qu'il y a vraiment deux temps, c'est-à-dire que nous allons avoir la gare du Grand Paris, la ligne 18, qui se trouve donc à l'entrée de ce quartier. La gare sera réalisée en 2023. Donc cette première étape, le quartier de Lisières, qui est encadré en bleu sur cette photo, sera d'ici 2023 dans une forme de transition. Il ne faut pas se louper quand vous avez un quartier comme ça qui va... J'ai dit quoi? 2023. Non, la gare sera achevée en 2030
Et donc, il ne faut pas se louper, merci Benoît, il ne faut pas se louper dans cette période de transition, puisque vos bâtiments sortiront de terre vers les années 2026-2027. Ça veut dire qu'on va beaucoup insister sur la dimension d'intégration paysagère. Un élément aussi que je tiens à souligner, c'est qu'on a souhaité qu'il y ait des parkings de dissuasion. C'est-à-dire qu'à l'entrée de ce quartier, vous aurez un parking de dissuasion, un peu sur un modèle qui nous a beaucoup inspiré, qui est celui du quartier bien connu de Fribourg, le quartier Vauban de Fribourg. Vous avez comme ça une logique interne plus apaisée avec un parking de dissuasion, des parkings de dissuasion aux alentours. Donc ça fait partie de ce nouveau quartier. Autre élément que je tiens à souligner, c'est que nous ne sommes pas dans la gesticulation architecturale. Ça, j'y tiens énormément à Versailles. Les éléments qui nous importent, c'est la qualité des matériaux, notamment les matériaux de façade, ce que l'on voit. C'est évidemment l'intégration paysagère, c'est essentiel. Je crois beaucoup au balcon, je crois au loggia, parce qu'il faut que l'on puisse un peu vivre à l'extérieur et qu'on ait cette ouverture sur la nature. Donc, pas de gesticulation, une intégration paysagère maximum, surtout dans cette période de transition de ce premier quartier. La sobriété, une sobriété, je dirais, élégante. Ça, c'est un peu la marque de notre ville. Il faut s'inspirer de ce qu'est notre ville. On a donc... Vous verrez ce que nous présentera tout à l'heure Jean-Pierre, mais c'est vraiment notre souhait. Pour finir, concentrez vos financements sur ce que je viens de dire, enfin, si vous voulez nous séduire. C'est-à-dire des bâtiments élégants qui ne jouent pas tellement sur un peu les gadgets qu'on aime bien multiplier, qui montrent qu'on a un quartier qui serait attractif et pour moi faussement attractif. Quand je présidais la Cité Architecture et Patrimoine, on a eu une première exposition qui s'appelait Architecture écologique et il y avait deux thématiques. Il y avait le low-tech et le high-tech. Et je pense vraiment qu'on est plus dans une logique de low-tech, c'est-à-dire que ce bâtiment lui-même, il doit vivre comme l'ont été pendant des siècles, on va dire, le plus proche des conceptions environnementales naturelles, l'orientation des bâtiments, mais aussi les ouvertures, les transparences qui permettent une respiration et de lutter mieux contre les problèmes du réchauffement climatique. Voilà un petit peu la philosophie générale dans laquelle nous travaillons. Bien, merci Monsieur le maire. Alors, juste peut-être quelques mots quand même, quelques chiffres sur la ZAC Satori West et quelques mots voilà, sur son état d'avancement. Non, mais tu peux laisser la carte. Voilà, donc avec, comme ça a été dit par Monsieur le maire, donc ce quartier va se développer autour de la ligne 18 qui sera là pour 2030. Les travaux démarrent. La SGP a déjà pris possession des emprises, des emprises de la gare, les travaux en vue de préparer les travaux du tunnelier qui va démarrer notamment plutôt côté Guyancourt et qui va tracer sa route, son tunnel vers Versailles Chantier. Et donc, la ZAC de Satori West est maintenant en phase complètement opérationnelle. Elle a obtenu toutes ses autorisations réglementaires, donc dossier de réalisation de ZAC, dossier de création de ZAC, PLU également modifié. Et puis, nous avons obtenu en début d'année l'autorisation environnementale qui nous permet de démarrer les premiers travaux. Quelques chiffres peut-être sur la ZAC, si on peut avancer l'image. Voilà, donc sur les grandes données du programme, donc on est sur 550 000 mètres carrés de construction, qui représente à peu près environ 4 000 logements, donc avec bien sûr dans une volonté d'avoir des quartiers mixtes, 210 000 mètres carrés de développement économique et notamment autour des industries plutôt liées au secteur de la défense et de la mobilité qui s'appuie sur un outil industriel qu'on reconfigure, que sont
les pistes d'essai qui appartiennent au ministère de la Défense, et puis bien sûr voilà, les équipements publics et les commerces et services qui vont accompagner toute cette programmation. Donc le quartier Lisière est la première phase de développement de ce quartier. Okay. Alors, juste quelques éléments pour essayer de comprendre un peu comment on a pensé, on a réfléchi à ce site. D'abord, comme l'exprimé, en fait, on est vraiment sur un plateau. C'est assez exceptionnel avec 2 coteaux boisés. Un coteau qui est plus difficilement accessible, qui est vers le château, évidemment, mais le coteau vers les étangs La Bièvre seront à terme et sont déjà un peu des endroits qui sont assez parcourus, assez utilisés par des marcheurs, par un certain nombre de personnes. Donc on a ce contexte d'un plateau, d'un paysage qui sera déjà valorisé à terme et qui sera des lieux d'usage aussi, je pense, pour les futurs habitants. C'est un peu ça aussi la grande valeur de ce site. Et puis, ce que vous voyez effectivement sur le site ici, on peut voir la topographie d'ailleurs après. C'est-à-dire, en fait, il y a tout ce coteau et puis on monte effectivement sur ce plateau et on a mis plus en valeur effectivement toute la vallée de la Bièvre, qui est un élément identitaire aussi pour ce futur quartier. Après, c'est toujours des quartiers historiques, c'est-à-dire qu'il y a cette carte, ces 2 cartes, alors on pourra en trouver beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de cartes là-dessus, et même l'image en bas qu'on voit dans le château de Versailles, c'est une représentation un peu idyllique en disant que, comme disait Michel Courajou, c'est un jardin dans un paysage, quoi. Et je trouve toujours beaucoup aimé cette expression. Et évidemment, ça montre des coteaux qui sont en fait très exagérés, d'ailleurs, sur la partie droite que sur la partie gauche. Mais au-dessus, il y a la carte entre guillemets des anciens tracés ou peut-être des tracés. Il y a beaucoup de cartes qui montrent des tracés qui n'ont pas exécuté, mais en tout cas, il y avait effectivement cette idée d'une espèce de prolongement général d'un certain nombre de tracés. Ça a été une base de réflexion qu'on a d'ailleurs enchaîné avec une première réflexion qui avait initié Michel Desvignes quand il a fait ses premières études. Donc, on a gardé cette idée, effectivement, de cette transversalité, de ces axes nord-sud, qui était très important, en particulier celle qui est la plus importante, c'est-à-dire l'allée majeure, qui va être l'entrée du quartier. Il y a des coupes à côté, c'est-à-dire qu'une voie, effectivement, qui est un axe de 60 mètres de large, mais qui à un moment donné, écrit une identité à travers cette écriture qui est très historique, d'une certaine manière, qui rappelle véritablement Versailles, comme vous le savez, et puis après d'autres voies qui font faire la transversalité, effectivement, du nord au sud. On a effectivement, alors il y a effectivement la détermination. La grande question du projet, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pistes d'essai qui occupent un peu le centre du site, et ces pistes d'essai, évidemment, servent à différents acteurs économiques très importants, et donc ils sont déplacés vers l'ouest du site, puisque le site est assez grand, pour effectivement être plus isolé sur l'ouest du site, et qui permet en fait d'organiser ces différents quartiers avec à la fois un parc d'une certaine dimension, je dirais, au centre, et puis les différents quartiers qui vont se faire progressivement, bien évidemment. Il y a une temporalité dans un projet urbain, celle-là va être, je sais pas, 15 ans, 20 ans, je ne sais rien, mais c'est toujours un peu long, un projet urbain, mais il y a un premier secteur, bien évidemment, qui est assez privilégié d'une certaine manière, puisqu'il est au niveau de la lisière. Donc voilà le plan général, peut-être. Voilà, ça c'est un plan général qu'on a dessiné, voilà, je dirais, assez soigneusement pour montrer à la fois tout ce contexte paysager qui est quand même très puissant et qui existe véritablement. Et puis après, un certain nombre d'identités par quartier. Et il n'y a pas chaque quartier aura son identité morphologique d'une certaine manière. C'est pas un modèle morphologique qu'on applique à tous les quartiers, mais par exemple, le quartier d'Isère est plus régulier dans ses tracés. Par contre, les quartiers qui sont au bord du parc sont beaucoup plus ouverts vers le parc et le parc va rentrer à l'intérieur de ces quartiers. Donc, chaque situation, évidemment, est un peu différente sur ce site et on voit l'axe, disons un peu, cette grande avenue de 60 mètres qui va être une espèce d'identité, effectivement, dans ce quartier. Et qui est un peu, on a pris l'avenue de Sceaux, mais on aurait pu prendre d'autres espaces. Mais
double rangée d'arbres. Alors là, en l'occurrence, la circulation ne sera pas au milieu, mais sera sur les côtés. Là, c'est une première image qu'on avait faite, mais c'est un grand espace paysager très, très généreux dans lequel aujourd'hui des paysagistes travaillent. C'est le bureau in situ, pour les citer, qui travaillent sur ce site et qui vont reformuler effectivement. Parce que le chef de projet, Voilà. chez l'archi. Alors, un des thèmes qu'a déjà évoqué François de Mazières, c'est la question aussi de l'habitabilité, de la matérialité. Je dirais que c'est un peu les deux thèmes majeurs, à la fois pour les maîtres d'ouvrage et pour les architectes, en disant ce qui nous intéresse, c'est fabriquer des logements, fabriquer des lieux où les gens vont habiter confortablement. Ça, c'est un premier thème, je le développerai plus précisément plus tard. Mais il y a aussi une question de matérialité et notre volonté, bien évidemment, c'est d'avoir une vraie qualité de construction avec des matériaux assez simples mais de qualité et pas de matériaux, on va dire, pas tellement de tôle métallique et de choses comme ça. Et plutôt des matériaux comme de la brique, de la pierre, peut-être de la terre éventuellement. Voilà, on est plutôt dans cet esprit-là. Donc, vraiment, le ciblage de ce quartier, c'est habiter et habiter dans des bâtiments pérennes. C'est comme ça qu'on peut dire que le développement durable, on pourrait le définir. Donc, on continue. Bon, ça, on a vu cette image, mais c'est intéressant parce qu'on montre que finalement, la structure générale, on est très attaché au tracé, même si parfois ce sont des tracés qui sont liés à des activités là, industrielles sur ce site. Et on peut montrer que finalement, on a repris un peu ce schéma assez simple d'un grand bouclage général pour installer les différentes opérations à venir. Voilà, donc le plan s'est stabilisé de manière assez simple, je dirais. Il y a donc ce grand axe 60 et puis une voirie qui fait tout le tour avec effectivement un quartier qui se veut extrêmement apaisé. On serait plutôt dans un quartier zone 20 d'une certaine manière, si on peut le dire, c'est-à-dire qu'on a envie que finalement dans cet espace-là, l'espace piéton et cycliste bien évidemment soit très généreux, voilà, et pour que la voiture soit moins présente dans ce quartier, avec en particulier le fait que on va avoir un parking silo qui va être déporté. Alors ici, on a effectivement décomposé un peu ce plan assez simplement, d'une certaine manière. Donc il y a ces premières opérations, on reverra plus précisément, où il y a 4 îlots de logement d'une certaine manière, mais parallèlement aussi pour voilà, quand les habitants arriveront, il y aura aussi une crèche et un groupe scolaire qui feront partie d'une temporalité assez proche pour que les gens aient déjà des services à proximité. Puis après, se continuera le projet successif. En fait, dans ce quartier, il y a la lisière. C'est pour ça que ça s'appelle lisière. Donc, c'est ce vaste espace le long tout le bord du quartier. C'est pour ça. Ou d'ailleurs, il y a aussi effectivement certains éléments qui vont faire l'assainissement de tout le quartier. Vous voyez, ces espèces de petits flaques d'eau, d'une certaine manière, mais qui sont des lieux paysagers qui sont importants. Et puis, il y a un système circulatoire très, très simple, qui est une voie qui fait tout le tour du site, voilà, qui va distribuer effectivement la possibilité de cheminer, de déposer, les commissions, déposer un certain nombre de choses, et surtout un parking silo qui est situé au nord, qui est un parking silo très paysager, qui s'étale sur toute la longueur, et qui a volonté effectivement de dire que ces bâtiments n'auront pas de sous-sol, déjà. Donc, pas de sous-sol sous ces bâtiments-là, ce qui donne une certaine liberté d'ailleurs pour la conception architecturale, parce que du coup, on n'est pas lié à des trames de parking, mais du coup, il y a une certaine liberté et il y a un cheminement alors qui va de ce parking-là jusqu'au logement. Alors qu'il va être peut-être de 15 mètres ou 150 mètres maximum à peu près, on a calculé, voilà. Donc ça, c'est important, c'est un élément important et toute la partie centrale, d'une certaine manière, de ce site. Voilà. Donc, il y a les allées de distribution avec effectivement des venelles. Il y a une règle très simple, c'est la distance et la respiration qu'a souhaité en particulier François de Mazières, c'est que tous les bâtiments sont à 15 mètres minimum de distance les uns des autres. Et donc, il y a une volonté effectivement de grande aération de ce projet avec un système de nœuds qui sont toute une série de nœuds qui sont perpendiculaires, qui sont un exemple ici, qu'on a réalisé dans un autre projet à Lille, sur Rive-de-Loire 2, pour montrer qu'aussi la noue, c'est une espèce de travail de distanciation
par rapport au logement au rez-de-chaussée, on a ce travail un peu fin en disant l'aménagement de l'espace public permet aussi de travailler sur l'intimité du logement. Alors, il ne faut pas prendre en considération les images d'architecture, hein, c'est des images d'illustration bien évidemment, mais à mon avis, c'est surtout l'espace public qui nous intéresse ici, et il y a un cheminement partagé voitures et cyclistes sur cette partie-là. Et puis, il y a un espace aussi qui est un petit square central, mais qui va border en fait l'école qui est sur la gauche, là, sur ce plan. Et donc, il joue un rôle voilà, de proximité, hein, un lieu de proximité autour duquel tout cet espace, le grand carré central, finalement, c'est un grand carré piéton, quoi. C'est un grand carré de cheminement piéton, et ça donne une espèce de qualité de vie, évidemment, c'est la compensation de fait d'avoir la voiture un peu plus loin, mais d'avoir un centre de quartier très, très calme et très, très reposant. Alors voilà, bon, ça, ce sont des images. Alors, on compare toujours, on aime bien comparer avec des espaces de Versailles et des échelles, pour avoir à peu près des échelles d'espace. On est plutôt dans cet esprit-là. Bien évidemment, ça, c'est un dessin de 2021, il va évoluer, mais c'est une grande pelouse avec quelques arbres, des jouets pour enfants et des choses comme ça. Et on a ce type d'espace à Versailles, bien évidemment. Je continue. Voilà, donc le quartier d'Isère, le plan général. Et puis, il y a un système de venelles aussi à l'intérieur. Donc, voilà, je remonte un site qu'on a fait finalement, où l'idée de cheminement piéton est important, une très grande transparence sur les intérieurs d'îlots avec des jardins au rez-de-chaussée de tous les logements d'étage. Et on voit bien d'ailleurs la référence. Bon, là, on a mis quelques matériaux après pour dire. Ça sera dans cette gamme de matériaux, de la pierre, de la brique, il y a toujours du verre dans les bâtiments, mais on est un peu dans cet état d'esprit, d'une certaine manière, de ce type de matériaux. Voilà le plan général pour finir. Voilà. Et puis je reparlerai un peu plus précisément de l'habitabilité un peu plus tard. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer plutôt dans les modalités de la consultation. Je pense que vous avez tous accès au dossier depuis vendredi soir. Le dossier a dû vous être renvoyé. J'ai laissé Pauline et Théo développer son contenu. Voilà, donc les objets des consultations que nous lançons, ce sont 2 lots de 2 îlots chacun. Donc, c'est les lots A et B qu'on voit ici en rouge et en bleu, qui concernent donc chacun 2 îlots de logement qui font un total d'environ 150 logements chacun, donc soit un total de 300 logements, avec 25 logements en locatif social, en VFA, à Versailles Habitat. Ces consultations, elles sont lancées avec un planning qui se coordonne avec la livraison des équipements qui vont être réalisés dans le quartier Lisière, qui sont la crèche et le groupe scolaire, ainsi que, on en parlait précédemment, le parking silo qui fonctionnera en lien avec les logements. Ces équipements seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA, avec donc des concours d'architectes qui seront lancés en parallèle suivant la loi MOP. Et une particularité aussi du parking silo, c'est qu'il accueillera également des résidences étudiantes et jeunes actifs qui seront sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA. Et de Versailles Habitat, tout à fait. Donc, on rappelle ici donc les 2 lots de consultation avec en rappelant l'exigence de qualité qui a été rappelée par Monsieur le maire sur déjà la question de la qualité d'usage, puisque le PA est porteur d'une charte logement qui porte une attention particulière donc à la qualité d'habiter, et on aura une vue particulière sur les plans des logements, la qualité et l'aménagement des espaces intérieurs. La qualité également des matériaux, donc c'est ce que rappelait Monsieur le maire, la qualité des matériaux utilisés en façade, mais également les matériaux utilisés pour la construction, puisque le PA est également porteur de questions de qualité environnementale, donc sur les modes constructifs, et puis l'utilisation de matériaux biosourcés et la recherche de labels HQE. C'est ce qu'on précisera par la suite, notamment avec quelques précisions sur les fiches de l'eau.
Et puis également la qualité paysagère qui est rappelée et qui se traduit dans le plan d'aménagement urbain. Il y aura également un soin particulier apporté à l'aménagement des logements locatifs sociaux avec un cahier de prescription et de recommandations qui est porté par Versailles Habitat sur la conception des bâtiments, des parties communes et également la conception des logements. On précisait en introduction, donc le quartier Lisières, il a une vision particulière, une ambition particulière en ce qui concerne le stationnement avec un parking silo mutualisé qui vise à favoriser le foisonnement des places de stationnement entre les différents lots d'habitation, également de développement économique aux abords. C'est aussi une vision pour le PA de limiter l'impact environnemental de la construction des parkings. Donc, ça se traduira par la location, enfin en tout cas l'attribution de droits d'usage en parallèle donc, de la construction des logements. On aura une attribution de nombre de stationnements par logement qui sera fidèle au PLU. Simplement, les places ne seront pas dans le lot, mais seront des droits d'usage octroyés à chaque construction dans le parking silo. Voilà, donc là, on a les rappels du nombre de places de stationnement avec 780 places envisagées dans cette première phase sur le secteur Lisières. Ici, c'était pour rappeler le phasage et l'environnement dans lequel les premiers lots seront livrés à l'horizon 2027, donc 3 ans avant l'arrivée de la gare de Satori en 2030, avec un développement donc, dans un premier temps du quartier Lisières qu'on envisage entre 2027 et 2029, donc avec les premiers lots donc, L2A, L2B, L3, L5, et puis les lots par la suite, les lots L6, L7, L8 et L9, qui seront donc échelonnés entre 2028 et 2029. Et puis, si on dézoome à l'échelle de l'ensemble du quartier, donc il y a toute la bande déjà constituée au sud où il y a déjà de l'activité économique, la partie ouest, le secteur Bastion, également constitué et en cours de constitution avec l'accueil de nouvelles activités économiques. Et puis, donc à terme, le développement des quartiers gares 2029-2032, donc en parallèle de l'arrivée du métro, et puis à plus long terme, les quartiers Parc et Birakeim qui se développeront sur le quartier Satori. Juste quelques éléments sur la fiche de l'eau et les orientations, mais que vous retrouverez effectivement dans le document. Il y a un document cadre de 150 pages qui exprime un peu ces idées-là. L'idée, effectivement, c'est avoir des qualités résidentielles. Alors, on va montrer différentes choses, mais avoir des qualités résidentielles, c'est-à-dire que, par exemple, les espaces extérieurs, balcons, loggia, c'est 15% de la surface, quoi. C'est pas moins de 15% de la surface, quoi. Voilà. Donc, on est plutôt dans cette logique-là. Et puis, surtout, la deuxième chose importante, c'est qu'on associe différents types de logements, quoi. C'est-à-dire que là, dans ce projet-là, bon, il y a des logements collectifs assez traditionnels. Et puis, il y a aussi des logements intermédiaires qu'on va préciser. Voilà, on a un exemple à KCAP de la très belle opération. Alors, je vous dis tout de suite que tous les logements, tous les bâtiments ne seront pas plus hauts que R+4. Hein. Je fais remarquer parce que là, on ne sera pas. Donc, c'est du R+2, R+3, R+4. Voilà, on est dans un paysage horizontal. On n'est pas dans une carte TGV. Oui, ça, on y tient énormément. C'est vraiment les lois une exigence. Donc, c'est plutôt un. Et on a montré effectivement dans une opération à Londres et ainsi de suite. Mais il y a effectivement l'idée à un moment donné qu'à la fois on réfléchisse vraiment au logement. D'ailleurs, dans la candidature des architectes, on demande que vous montriez quelques plans de logement. Comment ? Opérateur également. Et opérateur également. Voilà. Ça, c'est très important parce que c'est comme bon, c'est bien de faire des très beaux bâtiments, mais il faut savoir dessiner des logements et bon. On sait très bien que c'est très difficile, parfois c'est un peu encadré, un peu trop encadré, et les architectes ont du mal à s'exprimer. En tout cas, dans des logements intermédiaires, c'est un vrai élément, vous voyez qu'on est dans la qualité. Alors, de ce point de vue-là, je dirais, je suis architecte, excusez-moi, mais il faut que les architectes aient vraiment la maîtrise du projet. C'est-à-dire qu'il faut que les architectes aient des missions complètes
de la conception d'esquisse sur la totalité du chantier. On est assez, je pense, on partage cette idée-là. Il me semble. Et donc, à un moment donné, il faut que les architectes suivent leur chantier, aient vraiment une attention au chantier et des contrats qui sont liés à ça. Et ça, c'est très important comme élément, effectivement, aussi dans le choix des maîtres d'ouvrage et aussi des architectes. Parce que les architectes, souvent, ils n'ont pas envie de faire de chantier maintenant, je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est la base du métier. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Et parfois, vous voyez, on parlait d'une architecture assez pas bavarde, mais qui a une vraie qualité. Ça, c'est vous voyez, c'est un changement de brique qui donne une intonation, c'est une porte, c'est un certain nombre de seuils, une terrasse. Là, ceux-là ont des jardins de l'autre côté de leur logement. Bon, alors évidemment, à Gouda, ils ont les canals, mais nous, on n'a pas le canal, on n'a pas l'eau, mais grosso modo, il y a quand même de l'espace. Voilà. Et à partir de là, on a avec l'espace de terrasse aussi. De terrasse, parce qu'en fait, on est dans une variation sur terrasse, balcon et loggia, donc ça, c'est assez libre en termes d'interprétation. Et puis, avec des règles urbaines qui sont à la fois, parlent un peu de l'alignement. Pour cette opération-là, on est un peu dans les alignements. En R+1 à peu près, et après, il y a des retraits possibles, il y a des souplesses effectivement d'accompagnement. Mais enfin, on veut au moins border les voies pour avoir un rapport assez simple vis-à-vis de l'espace public. Et puis quand on parle effectivement de logement intermédiaire, il y a souvent une interprétation un peu particulière. Nous, on pense qu'effectivement, un logement intermédiaire, c'est celui qui permet d'avoir la plus grande individualité pour aller à son logement, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une cage d'escalier, mais par contre, ça peut être deux logements rez-de-chaussée, et puis, à un moment donné, on monte, et puis il y a des duplex aux étages, et donc on réduit à un moment donné, puisque c'est des bâtiments un petit peu longs, en fait, dans le schéma urbain. Donc, c'est ce rapport à l'individualité, le rapport effectivement que chaque logement doit avoir soit des jardins, comme dans cette cour, soit des terrasses, soit des loggias, enfin ainsi de suite, ou soit des balcons, et puis évidemment aussi des terrasses entre R+2 et R+3. Enfin, il y a tout ce travail qui nous intéresse pour se dire, mais pourquoi on irait habiter le quartier Lisière aujourd'hui à cet endroit-là ? Si on n'y trouve pas quelque chose de particulier qui soit de l'ordre de la qualité résidentielle avant que le quartier se développe. Et puis après, sur la matérialité, alors il y a beaucoup de planches à l'intérieur, vous verrez dans le dossier, sur les limites, les transparences, sur le paysage, sur la manière effectivement de voir un peu pas simplement le volume de la maison, mais aussi ce qui fait la continuité des logements, des bâtiments. Et donc, c'est pour ça que chaque équipe devrait d'architecte devrait un peu s'associer avec un paysagiste pour vraiment avoir une espèce de travail un peu fin sur ce genre de choses. En phase d'offre, en effet. C'est l'environnement directement. Voilà, alors il y a des règles effectivement sur l'environnement assez avec des ambitions assez fortes en termes environnementaux. Alors, je ne vais pas toutes les décliner, mais évidemment, végétalisation, biodiversité, on a ça maintenant de manière systématique dans tous les projets. La gestion des ressources durables, effectivement, c'est en grande nous de récupération, et ça, on le fait maintenant de manière assez forte, réseau de chaleur. Et puis, il y a des normes en termes de bio, tous ces éléments-là qui sont quand même assez ambitieux, assez précis sur aujourd'hui pour construire un projet. Label HQE, bien évidemment, et puis les matériaux avec une volonté peut-être aussi d'avoir un usage du bois. Alors, pas sur les façades en tout cas, mais sans doute sur les structures porteuses, par exemple, dans ces bâtiments-là, et sans doute aussi dans les menuiseries. Alors, évidemment, je ne vous parle même pas que le PVC est interdit dans toutes ces expressions, c'est évident. Voilà. Donc, voilà un peu les éléments d'orientation un peu de... Du coup, avant de rentrer dans le détail des modalités de consultation, Théo, tu peux peut-être expliquer sur le réseau de chaleur, qu'est-ce qui est envisagé sur le quartier?
dire en 2 mots, en effet. On a la chance à Versailles d'avoir déjà un réseau de chaleur existant qui commence, qui est maintenant bien expérimenté, qui est déployé sur une bonne partie de la ville et qui allait déjà pour partie sur Satori. Et la ville a fait le choix de le faire évoluer. C'est encore des études qui sont en cours, mais c'est en train de se concrétiser vers un mix énergétique qui est beaucoup plus vertueux qu'il ne l'était avant. Ça nous va très bien et on est très content d'accompagner cette évolution. Ce qui va notamment s'appuyer sur le développement de Satori West. Et donc, nous, aménageurs, on déploiera le réseau au sein de l'ASAC. Le gestionnaire viendra nous reconnecter à sa nouvelle station et on s'occupera ensuite d'amener le réseau au pied de chacun des immeubles, charge ensuite à l'opérateur de venir s'y brancher. Et c'est bien parce qu'il y a Satori qu'on peut aussi aider le réseau de chaleur à évoluer. Et c'est bien parce que le réseau de chaleur évolue qu'on peut également avoir des projets aussi vertueux. Donc c'est vraiment important pour nous que ça soit une donnée qui est prise. Et les ambitions environnementales que Jean-Pierre rappelait juste avant prennent en compte justement cet élément-là. Ok, merci Théo. Continue, très bien. Donc on va rentrer, ça va être un peu moins joli en image que ce que vous présentez Jean-Pierre. On va rentrer dans la technique des modalités de consultation. Vous avez remarqué qu'elles étaient communes en partie aux consultations architecturales et aux consultations des opérateurs. Donc je vais vous présenter rapidement, vous avez le planning en même temps qui se déroule. Donc là aujourd'hui, on a fait le choix de lancer en parallèle 2 consultations pour les opérateurs immobiliers, consultation A, que sont les lots L2A et L5, consultation B, les lots L2C et L3, et un référencement d'architectes, une phase candidature grosso modo pour les architectes, qui vaut pour ces 2 lots-là et qui en vrai pourrait également nous servir en fonction du nombre de candidats, de la qualité, etc., pour les lots suivants éventuellement. Donc déjà à ce stade-là, donc vous avez un rendu, on va le rappeler à la fin, des différentes candidatures pour le 3 juillet, tant pour les promoteurs que pour les architectes. On vous laisse tranquille cet été, c'est nous qui travaillons, et en septembre, avec la collectivité, on va donc retenir pour chacune des 2 consultations 3 promoteurs. Et du côté des architectes, environ 15 agences et binômes d'agences. Je reviens après sur ce qu'on appelle binôme d'agences. L'objectif étant, et c'est la phase d'après, on communique aux uns et aux autres les candidatures et on laisse une phase de mariage où architectes et promoteurs se croisent, se rencontrent et décident un peu avec qui ils vont travailler les uns les autres. Vous aurez eu les candidatures, les promoteurs auront les candidatures des architectes et réciproquement. Donc vous regrouperez en connaissance de cause, groupements qui ensuite nous seront proposés et nous validerons. L'objectif étant qu'il y ait une exclusivité évidemment au sein d'une consultation. Un même architecte ne peut travailler que pour un seul promoteur pour des raisons évidentes de confidentialité de la phase d'après. Qu'on envisage donc en octobre, où là, on a 2 fois 3 groupements, 3 groupements par consultation, promoteur architecte, et on a derrière un envoi d'un cahier des charges classique. On mettra à jour la fiche de l'eau. Il y a 2-3 éléments techniques qui nous restaient à préciser, mais les sujets étaient déjà tous bien mentionnés. On vous les présentera en détail, on fera les visites de sites, des ateliers, etc. L'objectif étant qu'en décembre, vous nous remettiez une offre complète, à la fois offre immobilière avec votre positionnement marché, stratégie de commercialisation, etc. Et toutes les skisses architecturales, les élévations, les matériaux, une petite maquette, etc. etc. L'objectif étant qu'en janvier, on conclut la première phase-là par des auditions et on verra la suite, mais on espère bien être convaincu en janvier. Je rentre dans le détail sur pour le coup, ce qui est propre à chacune des consultations. Donc, du côté des architectes, vous avez un tableau de candidature, j'y reviens juste après parce que c'est le sujet binôme, un PowerPoint de présentation, un cadre type de référence. On vous demande, parce que ça nous simplifie énormément la vie pour l'analyse, de bien rentrer dedans et de bien rester sur ce PowerPoint. Ça vaut également, vous le verrez, pour le dossier de consultation opérateur. On vous verse également, pareil pour les opérateurs, le référentiel qualité logement de l'EPA ainsi que le cahier de recommandations techniques de Versailles Habitat. Comme ça, vous voyez bien en détail les ambitions et les attendus sur le logement. Et évidemment, les fiches de lot à date pour l'ensemble des lots. En retour, on attend une note de motivation classique pour voir la compréhension des enjeux, une note de présentation de l'agence, 4 références selon la trame fournie et le tableau de candidature. J'y viens justement. L'objectif qu'on a... Non, juste avant, pardon. L'objectif qu'on a là, c'est aussi d'avoir une certaine diversité et on trouve intéressant de pouvoir susciter des binômes d'agences. Alors on précise, vous n'avez pas manqué de noter qu'il y a 2 îlots par consultation. À chaque fois, il y en a un qui est légèrement plus petit que l'autre. Donc typiquement L2A et L2C, respectivement 60 logements chacun. On envisage de mettre une agence d'architecture sur cet îlot, alors que sur les autres îlots un peu plus grands, L3 et L5, on envisage d'avoir un binôme d'agences.
Concrètement, ça veut dire que dans la candidature, vous allez avoir un tableau dans lequel vous allez nous dire auquel vous souhaitez candidater. C'est facile pour L2A et L2C, vous êtes une agence d'architecture, vous cochez la case, je souhaite candidater sur ce lot. Si vous souhaitez candidater sur L5 ou L3, on va vous demander de mentionner, en même temps que vous cochez, une autre agence d'architecture avec qui vous souhaitez travailler en binôme. L'idée étant qu'évidemment, vous vous en êtes parlé en amont et que cette autre agence a également fait sa candidature et que réciproquement dans son tableau, vous avez été nommé sur ces deux cases-là. C'est pas à nous, on ne serait pas légitime de constituer des binômes d'agences. Il faut que ce soit une démarche qui vienne évidemment des agences elles-mêmes. Sachant que binôme, c'est très libre. Ça peut être une agence avec qui vous avez déjà beaucoup travaillé, avec qui c'est un ancien de chez vous qui a été. Peut-être que c'est une agence internationale et une agence locale. Peut-être que c'est juste deux agences qui aiment bien bosser ensemble. C'est Une agence expérimentée avec une agence jeune, tout à fait. jeune, plus débutante. Voilà. Et donc, pour les architectes, bon, les critères d'appréciation des candidatures sont assez simples. La bonne compréhension et appropriation des enjeux, ce que vous a rappelé Jean-Pierre ici, ce qui est présent dans le dossier. Et évidemment, la pertinence, c'est pas toujours aussi simple, mais quand même, on lit bien toujours les références par rapport au prisme de ce qu'on vous a livré, de nos attentes sur le quartier Lisière. Pour les promoteurs, donc on retrouve les mêmes choses, les fiches de lot, pour le coup à chaque fois correspondant à la consultation, consultation A, consultation B, le même niveau de représentation des références, on vous demande toujours des plans de logement, on y est très attentif, référentiel qualité logement, cahier des recommandations techniques pour Versailles Habitat, les éléments pareils sur les attendus et les ambitions du logement, et également le cahier des charges de cession de terrain type et la promesse de vente type, vous verrez ainsi toutes les clauses et tous les sujets qu'on a, par exemple le réseau de chaleur apparaît dans le CCCT, il faut qu'on précise quelques éléments, mais vous le voyez bien. La promesse de vente type aborde aussi tous les sujets habituels. Le contenu de la candidature, évidemment, est un peu différent. On attend une note exprimant la compréhension des enjeux. Et on va vous demander, vous le voyez, j'avance un petit peu exprès, un bilan promoteur simplifié qui doit être appuyé par cette note d'explication du contexte immobilier. Alors, dans cette première phase-là, contrairement à ce qu'on a l'habitude de pratiquer, parce que là, on est à Versailles, on démarre voilà, sur un quartier qui est complètement neuf et on est vraiment, je pense, sur une création de marché. Donc, dans cette première phase, et je dis bien dans cette première phase, et ça ne sera pas le cas dans la deuxième, on ne va pas vous donner d'indication sur le niveau de charge foncière qu'on attend et qu'on vous précisera en phase 2, justement pour pouvoir apprécier, vous, quelle est la perception que vous avez de vous du marché immobilier, de regarder la cohérence un peu du bilan promoteur que vous allez nous proposer, de telle sorte à ce que, voilà, et c'est ça qu'on va regarder, et nous, d'avoir une cohérence finalement entre une bonne adéquation entre prix de sortie, coût de construction, et qui permettent de tenir les ambitions qu'on vient de développer et charge foncière versée à l'aménageur. Et nous, dans un deuxième temps, cette charge foncière sera fixée dans le deuxième tour et sera la même pour tous les candidats retenus. Il s'agit. Alors, le parking, en effet, Pauline, tout à l'heure, vous a expliqué le principe des droits d'usage. Vous les trouverez tant dans le règlement de consultation que dans la promesse de vente. On a rappelé les montants qu'on avait fixés à 20 000 € la place, le droit d'usage d'une place, pardon, et donc et pour 30 ans. Et donc, le bilan promoteur simplifié qu'on vous demande inclut évidemment ce montant-là, de manière à ce que vous puissiez nous donner une appréciation complète qui intègre bien l'ensemble des sujets. Et le montant de la médiation est fixé dans le règlement. L'idée, c'était de fixer le maximum de paramètres pour pouvoir vous aider à constituer votre bilan, à l'exception de votre analyse du marché qu'on souhaite voir et on souhaite avoir votre lecture de ce marché qui est en création et des coûts de construction qu'on souhaite voir en fonction des ambitions que nous, on porte. Voilà, juste appuyer sur le fait que c'est vraiment l'adéquation de votre lecture par rapport à la nôtre qu'on va analyser et non un niveau de charge foncière élevé, parce qu'effectivement, en phase offre, donc le deuxième tour, on aura une charge foncière fixe et ce sera bien sur la qualité du projet que les offres seront jugées. Ouais, très bien. Vous allez voir juste après, c'est un de nos principaux critères, en effet, la pertinence et la cohérence de l'ensemble des paramètres de ce bilan.
Je termine rapidement parce qu'on a quand même fait le plus gros, le courrier d'acceptation des termes de la promesse de vente et du CCCT type. Vu qu'on remet une charte qualité logement qui est encore un peu jeune, on est toujours intéressé de prendre des retours. Et puis des fois, je sais que vous-même avez des principes de qualité logement. Ça peut être intéressant que vous nous partagiez vos expériences. On vous a donc fourni une trame de commentaires qui va nous permettre aussi un peu de concaténer les retours que vous pourriez faire. Et après, il y a les documents juridiques et financiers habituels, capacité effective, etc. Bon, donc les critères, on retrouve la bonne compréhension et appropriation des enjeux du secteur, tels qu'on vous les a présentés, la pertinence des références, évidemment, par rapport à ces mêmes enjeux, la pertinence du bilan et la solidité juridique et financière. On termine là-dessus, donc juste le petit rappel. Donc les dossiers de consultation sont disponibles depuis vendredi 1er juin. Vous êtes déjà un certain nombre à les avoir demandés. Je vous invite évidemment à le faire. On les envoie à peu près, on fait une salve par jour à peu près d'envoi. C'est à l'adresse qui s'affiche là. Vous demandez le dossier de candidature. Précisez s'il vous plaît si vous êtes architecte ou opérateur. Je sais que pour vous c'est évident, mais des fois ça ne se voit pas dans le mail. On regarde quand même et normalement on n'a pas fait d'erreur, mais ça peut arriver. Et vous avez donc jusqu'au 3 juillet pour déposer à la même adresse votre dossier de candidature. Donc, je vous rappelle, après, nous analysons pendant l'été. En septembre, on sélectionnera avec la collectivité les opérateurs et les architectes pour ensuite démarrer, on va l'appeler la phase de mariage, le moment où vous vous rencontrez et vous formez vos groupements. L'objectif étant d'avoir ensuite une grande phase offre qui aboutisse en décembre, lauréat en janvier si on a bien abouti surtout. Et derrière, nos objectifs de livraison, fin 2026, début 2027, c'est le moment où pour nous, le quartier d'Isières démarre. On livre en parallèle la crèche, on livre l'école, un certain nombre d'espaces publics et le quartier commence. Très bien. Je pense qu'on a fini. Alors, on va peut-être essayer de... Peut-être à souligner que normalement, vous n'avez pas de riverains, donc les risques de recours sont très faibles. C'est tout de même un atout important sur ce projet. Il peut toujours imaginer des recours, mais a priori, ils sont faibles. Pourrait venir éventuellement, je ne sais pas, d'opposition au sein de mon conseil municipal sur le principe. On a eu ça notamment pour le quartier qu'on a vu, le quartier Gali, mais enfin, des recours qui ne tiennent pas beaucoup, j'ai peu de crainte. Alors, est-ce qu'on a quelques questions? On a une question sur le coût de participation pour accordement au futur réseau de chaleur. Oui, alors on a précisé dans le dossier à ce stade donc un raccordement obligatoire au réseau de chaleur, donc il faut prévoir une sous-station. On n'a pas encore les éléments précis des coûts des droits de raccordement qu'on fixera donc avec l'opérateur. Ce seront des éléments qu'on pourra préciser en phase offre. Donc on vous précisera pour les lauréats à partir de la fin 2023. Et il y avait une autre, c'est une remarque visiblement, c'est bien, vous avez lu en détail le dossier, puisque vous avez repéré en effet que quelque part un de nos bureaux d'études a parlé d'un ouvrant PVC sous recommandation technique. C'est en façade, je vous confirme, c'est proscrit, en effet, on va le corriger. Merci. Vous avez déjà des lecteurs assez... Ouais, ça fait, c'est présent. Oui. Alors peut-être redire la question, moi je ne vois pas sa fiche en direct. Confirmez-vous la possibilité de répondre à la fois en binôme sur le plus grand des lots, en tant que candidat unique sur le plus petit des lots, sur une même consultation? Oui, même si pour moi, quand vous serez lauréat sur une même consultation, vous ne serez probablement pas sur les deux, ce serait étonnant. Enfin, a priori, on ne va pas fonctionner comme ça. Mais oui, en termes de consultation, vous avez tout à fait le droit de cocher toutes les cases. Et après, en effet, la phase mariage distribuera un peu les choses. C'est pareil pour les promoteurs. Hein. Les promoteurs peuvent bien sûr candidater sur les deux lots. Oui, pardon, je la vois qui s'affiche, donc je vais directement. Oui, on vous demande bien de compléter un bilan pour les deux lots. Vous aurez remarqué qu'ils sont subtilement différents. Vous en avez un qui fait 145 logements, l'autre qui fait 150. Je vous invite aussi à lire la promesse. On a des terrains qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc en effet, c'est assez distinct. Et dans les deux bilans, pour les deux consultations, dans les bilans, à chaque fois, on vous demande de distinguer ce qui est relatif à l'intermédiaire et ce qui est relatif au collectif, parce qu'on sait bien que ce n'est pas les mêmes typologies bâties. Et mécaniquement, il y a quelques différences, peut-être dans le prix de vente ou dans le coût de construction. Donc, on vous demande de bien faire le détail.
Oui, oui, bien sûr, hein, on pourra vous envoyer on pourra vous diffuser la présentation. Peut-être un détail, ça n'a peut-être pas été dit, hein, mais dans le dossier également, le montant de la VFA avec Versailles Habitat est fixé, hein, donc, est la même pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté avec Versailles Habitat en amont du lancement de la consultation. Sur la répartition, à peu près, c'est 40% d'intermédiaires, 60% de collectifs. À peu près. Hein. Ouais. 70 mètres carrés minimum. Ah oui, c'est le. Oui, alors, quand on parle d'intermédiaire, on parle bien, merci Nathalie de le redire, on parle bien de la typologie, hein, c'est ce qu'a présenté Jean-Pierre, et pas forcément la nature du logement et son financement. Hein, donc on parle bien de typologie. Question du nombre de références. C'est vrai qu'on a tablé sur 4 références in fine, mais il reste peut-être quelques coquilles. Ouais. Ouais, trois, C'est enfin, quatre références. c'est 4, oui. Et c'est 4 pour tout le monde, à temps opérateur qu'architecte. Comme ça, il n'y a pas de question. Oui, je pense que c'est un peu ça. Ah oui, bah, le montant de la VFA est dans le dossier, mais on peut le dire. Oui. Je sais pas. Alors, c'est 3 900 € par mètre carré habitable, parking inclus. Donc, sachant que le parking, c'est le droit d'usage dont on a parlé, donc 20 000 € actualisables pour 30 ans. Oui. Alors sur la programmation alternative, bah, nous, quand même du logement, donc donc après, c'est quand même ce qui est quand même demandé, c'est quand même du logement en accession. Donc là, je parle sous contrôle de l'agile de Monsieur le maire. Donc il faut quand même rester dans cette. Non, mais je pense que oui, mais on peut regarder. C'est Ce qu'on appelle alternative. voilà, qu'est-ce qu'on appelle alternative? Parce que je voyais des questions sur le local d'activité. Sur le lot L2A, sur le mail 60, on a en effet souhaité avoir la possibilité d'avoir un local d'activité en rez-de-chaussée, parce qu'on trouve qu'avoir des rez-de-chaussée actifs en ville, c'est quand même assez intéressant. Pas forcément un commerce, en effet, mais quelque chose qui puisse un peu faire vivre aussi sur l'espace public. Nous, on sait qu'on est grosso modo sur un 70 mètres carrés minimum. Après, c'est pas, il n'y a pas vraiment de minimum ou de maximum qui est cherché. Ça reste une unité, c'est pas plus. C'est en rez-de-chaussée et ça reste quand même au sein d'un collectif qui est majoritairement du logement. Donc c'est une bonne hypothèse, je pense, de travail, mais c'est quelque chose qui peut en effet être un peu différent suivant les projets. Oui, c'est tout de même sur la rue principale, donc c'est important qu'il y ait quelque chose qui est un peu tenu. Il ne faut pas que ce soit la petite boutique qui ne rime à rien. Hein, tout de même. Alors, le prix de vente du logement social est-il également actualisable Oui, comme le prix de la VFA. Oh, Éric Lecause ne sourit pas. J'interviens. Bonjour Eric. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Eric. Non, mais ça dépend bien entendu de la temporalité entre le contrat de réservation et l'acte authentique au PC purgé. On pourra y mettre un indice propre au secteur HLM comme l'IRL ou autre en variation, tout à fait. Merci. Merci. Sur la hauteur sous plafond, c'est assez effectivement, c'est que on a donné comme règle d'avoir 2,90 au rez-de-chaussée sous plafond et 2,70 dans les étages. Et en effet, c'est repris au PLU. C'est repris dans le PLU, oui. PLU. Donc là, on parle de la typologie, Benoît, mais là, de type de financement. Le BRS. D'accord. Alors, aujourd'hui, enfin, c'est ce que dit Monsieur le maire, on souhaite quand même, enfin, la consultation, c'est d'avoir une majorité, une part majoritaire quand même de logements en accession. Donc, c'est ça qui est recherché. Après, libre à vous, comme vous l'a dit, de faire des propositions qu'on
dont on analysera la pertinence au regard Oui, oui, des je ambitions. pense. Il y a Oui. la partie avec Versailles Habitat, et puis après, À Versailles Habitat, peut-être, Eric, préciser un petit peu ce qu'on attend. Non, mais sur la programmation logement locatif social, le calibre a été donné par Théo dans les lots. Ça, c'est du logement locatif social, vous verrez dans notre cahier des charges type plus PLI, PLS. Hein. Ensuite, c'est au-delà du logement social. Il n'est pas prévu de résidence sociale gérée, si c'est le sens de la question. Pour le BRS, il doit être fait sur la partie accession, mais en minoritaire, sachant que ce n'est pas un objet forcément de valorisation de charges foncières. Donc, c'est un choix stratégique, mais on doit maintenir le logement social prévu au lot. en plus, au cas où. Il faut savoir qu'on est assez demandeur de logements sociaux étudiants aujourd'hui et que la préfecture est tout à fait ouverte à cette possibilité. Oui, sachant qu'on a déjà un programme de résidence étudiante Et là, avec Versailles Habitat, sur ce quartier-là. Comment se fera-t-il, autrement dit, j'ai pas compris la question. Comment sera le choix des binômes promoteurs, enfin, c'est pas des binômes, des groupements promoteurs architectes. Ce que je disais tout à l'heure, on aura 3 promoteurs retenus par consultation, et donc c'est à ces 3 promoteurs retenus qu'on communiquera le référencement. Et on communiquera aux architectes référencés les candidatures des promoteurs et aux promoteurs retenus les candidatures des architectes. Et ensuite, on compte sur vous pour discuter. Vous avez les candidatures complètes de tout le monde, donc vous avez le même niveau de détail que nous, on en a eu pour vous retenir, pour vous positionner, et ensuite revenir vers nous conjointement avec votre proposition de groupement. Alors, quelle composition d'équipe? Ça, c'est à vous de nous faire la meilleure composition possible, hein, regard des attentes de nos consultations, de la consultation. Donc, voilà, Un mot sur le paysagiste juste, parce qu'en effet, on a un vrai sujet de paysage, on le sait sur ces lots-là, et pour le moment, on parle que d'architecte dans notre consultation. Pour nous, le paysagiste, c'est une proposition qui doit venir et du promoteur et de l'architecte une fois qu'ils se sont mis en groupement. Donc, quand le groupement se constitue, on demandera également que vous nous proposiez un paysagiste qui, évidemment, participera à la conception. Mais il arrive dans les choix, pour nous, le choix se fait un peu dans un second temps, quand on est au démarrage de la phase offre. Mais en effet, au-delà de ça, c'est ce que vous dit Benoît. Après, dans la constitution des équipes de maîtrise d'œuvre, d'une certaine manière, c'est toujours bien que l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'architecte, qui a l'habitude de travailler avec un économiste, un bureau d'études structure, puisse faire équipe aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que des équipes qui sont constituées comme ça de manière un peu externe. Donc c'est pas mal aussi, c'est juste des indications, ça peut être juste des indications en disant, voilà, nous on a l'habitude de travailler avec tel économiste, tel ingénieur, tel bureau d'études fluides, enfin oui, donner un peu cet élément-là. Mais ils sont pas liés je pense, à donner des documents, des choses comme ça, c'est juste une indication de cohérence d'une équipe, quoi, voilà. très bien. De toute façon, vous pouvez poursuivre les questions voilà, sur le site internet, hein, donc sur l'adresse mail, pardon. Nous, on continuera bien sûr d'apporter la même réponse à tout le monde. Donc, on a une date limite pour poser des questions, Théo, dans la consultation dans la semaine qui précède ou un truc du genre. On n'a pas indiqué, me semble-t-il. Donc voilà, on va le préciser, on précisera voilà, la date limite hein, pour nous poser des questions. A priori, un ascenseur pour les intermédiaires pour 4 ou 5 ou 6 logements, c'est pas très rentable. Non. Et puis en termes de Question là-dessus. Intermédiaire, c'est locaux techniques, ça peut être 4 logements ou éventuellement 6 logements à l'ascenseur. l'émergence faire avec C'est pas tout à fait rentable, quoi. Il y a des recommandations sur ce plafond. On a une autre, c'est bien, on a une autre coquille à corriger, mais on note, merci. Très bien. Ah oui, il y a une petite erreur là. Non, c'est 2,70. Et Ok, merci à vous tous. Si j'ai des lunettes de soleil, c'est que je viens de casser mes lunettes normales. Voilà.
Ben, Merci. merci à vous et bonne fin d'après-midi. Et puis, au plaisir de vous lire, de lire votre réponse. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.